Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec le Rav Seror, les secrets d'un couple épanoui dans la halakha et la pensée juive. Si vous allez revisionner ce cours sur YouTube, sachez que vous le voyez dans une qualité qui n'est pas optimale, puisque vous voyez ça sur le côté. Mais vous pouvez nous rejoindre sur le live tous les mercredis soirs sur lilmod.org pour pouvoir profiter de ce cours pleinement, pouvoir voir le Rav Seror en plein écran, poser vos questions en direct ou donner vos remarques sur le chat. Voilà, je laisse la parole à Rav Seror. Erev Tov. Erev Tov Umborach. Eh bien, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de parler, comme on l'avait dit il y a quelque temps, la semaine dernière, sur un sujet très d'actualité. Eh bien, ce sont les mariages mixtes, et plus exactement les mariages réformistes ou bien conservatifs, ou encore même les mariages civils. On va essayer en quelque sorte de couvrir, bien sûr ça sera uniquement que à la fin, qu'au moment de la conclusion, mais pour pouvoir comprendre où est le problème dans un mariage réformiste ou bien dans un mariage laïque, eh bien, il faut d'abord comprendre quelle différence y a-t-il entre toutes les unions interdites et l'union avec une femme nida. Et comme on va le voir sur la feuille, sur la première feuille qui s'est affichée sur l'écran, eh bien, il y a une très très grande différence entre tout ce qu'on appelle les harayot et la femme nida. Alors, pour comprendre en fait la conséquence pratique entre toutes les femmes qui sont interdites à un homme, comme on l'avait vu il y a 2 semaines dans le cours précédent, eh bien on avait dit que il existe certaines femmes, comme par exemple les femmes qui sont de la même famille, ou bien une femme, la femme de mon père, ou bien la femme de mon frère, ou la femme de tout ce qui est vraiment famille proche. Eh bien on avait dit qu'il y avait un problème de harayot, qu'on appelle donc une union interdite, et cette union interdite, eh bien, vient nous dire que le mariage n'est pas envisageable. Et la première conséquence pratique d'une union interdite de cette sorte, eh bien, c'est que l'enfant, Chas v'Shalom, est mamzer. Mamzer, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de s'associer au peuple juif. Alors que quand on regarde la définition d'une femme nida, une femme donc qui a ses règles, mais qui n'est pas pour autant, qui est interdite en quelque sorte momentanément, puisque les règles chez une femme, comme on va le voir, on va revenir sur ce point-là par la suite, eh bien une femme qui a ses règles, elle est momentanément interdite. Mais dans quelque temps, une fois que ces règles seront passées, eh bien elle redeviendra autorisée à son mari si elle lui est bien mariée, Kedat Moshe Israël, comme il se doit dans les règles de l'art. Alors qu'une femme nida qui n'est pas mariée, eh bien, il y a un problème. Car même si elle n'a pas ses règles, tant qu'elle n'a pas été se tremper au mikvé, eh bien, elle est toujours interdite à son mari. Et ça, c'est en fait toute la différence entre les unions interdites en général et le principe de la nida, puisque on essaye de comprendre, de faire une introduction aux lois de la pureté familiale. Et pour arriver à la pureté familiale, pour arriver au secret d'un couple bien épanoui, donc il faut bien sûr toucher au sujet de la nida, et non seulement toucher au sujet de la nida, mais surtout comprendre eh bien, quelle différence y a-t-il, quelle différence essentielle y a-t-il entre une femme qui est interdite parce qu'elle est nida et une autre femme qui est tout simplement interdite parce que le mariage n'est pas envisageable avec elle. Et donc,
comme on disait tout à l'heure, d'après la définition de la halakha, eh bien, une femme, pour bien comprendre en fait la différence syncratique entre les unions interdites en général et la femme qui est nida, eh bien, nous allons prendre une seule conclusion, une seule conséquence pratique, eh bien, c'est le cas du Kohen. Dans le cas du Kohen, il est écrit textuellement, Kohen, comme il est écrit dans la Torah, Isha zona vachalala lo yikachu, veisha zona veisha gerusha meisha lo yikachu. Donc il y a 3 sortes de femmes qui sont interdites au Kohen. De quelle femme il s'agit? Il s'agit ici d'une femme zona. Alors qu'est-ce qu'une femme zona? Eh bien une femme zona, c'est comme nous dit le Shulchan Aruch, Kohen asur min haTorah begrusha zona vachalala. Ezoi zona, quelle est la définition d'une femme donc qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen? Kol she'ena bat Israël. Première définition, c'est toute femme qui n'est pas juive. Alors c'est vrai que ça peut peut-être choquer, car a priori on pourrait penser que où est le problème chez une femme qui n'est pas juive? Une femme qui n'est pas juive, on ne peut pas la définir directement. On ne peut pas la définir directement on ne peut pas la définir directement en tant que zona, a priori. Mais voilà que, en fait, la véritable raison, eh bien, c'est parce que une femme qui n'est pas juive n'apporte pas d'importance à qui avec qui elle a des rapports, et automatiquement, étant donné que, et c'est tout à fait normal, c'est logique. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'est pas juive, eh bien, il n'y a aucune notion de sainteté, il n'y a aucune notion de kedusha. La simple notion qu'il y a dans l'accouplement chez les goïms, eh bien, c'est simplement de s'accoupler peut-être pour avoir une descendance, pour avoir des enfants, mais il n'y a pas de véritable notion de sainteté au sein du couple. Tout le rapport est un rapport matériel uniquement. Alors que chez nous, eh bien non. Comme on le voit, il y a des personnes avec qui on ne peut pas se marier, il y a des moments durant lesquels on ne peut pas s'accoupler, comme on le disait tout à l'heure, au moment où la femme est nida. Donc, toutes ces restrictions, quelque part, viennent en fait former la véritable définition d'un couple saint, d'un couple au sein duquel réside la sainteté, la shechina. Et donc, malheureusement, chez les goïms, comme nous dit le Shulchan Aruch, eh bien, toute celle qui n'est pas bat Israël, eh bien, elle est définie comme zona, elle est définie comme une femme qui ne peut pas être apte à se marier à un Kohen. Ou bien, comme continue le Shulchan Aruch, au bat Israël, shenivaela le adam sheyasura leinaselo. Ou bien, Issur Hachavé la Kol. Par exemple, une femme qui a eu un rapport avec un homme qui lui est interdit. Et de quel interdit s'agit-il? D'un interdit qui est égal à tout le monde. Comme par exemple, Arayot, comme on le disait tout à l'heure. À partir du moment où, eh bien, une femme interdite, comme par exemple la belle-sœur, ou bien toutes les femmes interdites que nous avions citées dans le shiur précédent, à partir du moment où quelqu'un va avec une femme interdite de cette catégorie, comme par exemple on a dit Arayot, une femme, la belle-sœur, la femme du père, la femme la femme de son fils, etc. Ou bien, par exemple, une Yevama. Yevama, c'est une femme dont le mari est décédé sans lui laisser d'enfant. Eh bien, cette femme, avant de pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien, elle se doit d'abord de chercher au sein de la famille, est-ce qu'il y a un proche, le plus proche et le mieux, si cet homme a un frère, eh bien, c'est le frère qui devra la marier pour
mettre au monde des enfants et perpétuer en fait le souvenir du défunt. Et s'il n'y a pas de frère, eh bien ça peut être l'oncle, etc. Comme on le voit dans l'histoire de la Megillah de Ruth, Boaz était le plus proche de la famille qui a en fait relevé ce défi et qui a épousé Ruth en tant que proche de la famille. Donc quelqu'un, une femme qui aurait eu un rapport avec un homme qui lui est interdit, ce rapport est en fait un rapport interdit, mais c'est un interdit qui est égal à tout le monde. Issour achavé la colle, donc comme on a dit, ça peut être une femme, une des Araliot, ou bien une Yevama, ou un goy, ou encore un esclave. Toutes ces cas-là, tous ces cas de figure, eh bien, rendent la femme, elle lui donne, tous ces cas de figure donnent à la femme un titre de zona, ce qui l'interdit au Kohen. Et continue le Shulchan Aruch et nous dit, le ficha, lo achon, donc continue le Shulchan Aruch et il nous dit que quelqu'un, par exemple, qui a un rapport avec un animal, eh bien que cette femme soit passible de mort, elle ne devient pas pour autant zona, et donc elle n'est toujours pas interdite au Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu de rapport avec un homme, mais uniquement avec une femme. Donc, on voit uniquement avec un animal. Donc, on voit bien que c'est pas pour pouvoir porter le titre de zona, il y a des conditions bien précises. Mais le point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le prochain point, très très important, et c'est là-dessus où je voulais en venir. Eh bien, vous voyez que le Shulchan Aruch nous dit Vehabat ala nida, af al pi shi bektaret, lo na'aset zona velo nifsela lekiuna, share ena asura leinaselo. Quelqu'un qui a un rapport avec une femme qui a ses règles, bien que la gravité, attention, on ne vient pas amoindrir l'interdiction d'avoir des rapports avec une femme qui a ses règles. Donc, bien que ce rapport est interdit et tout celui qui a un rapport avec une femme, Chas Shalom, qui a ses règles, eh bien, son âme est retranchée du peuple. Il n'y a que certaines halachot qui, dans la Torah, sur lesquelles un homme qui transgresse ces halachot, eh bien, devient passible de la mort de Karet, qui est une mort bidé Shamaïm, c'est-à-dire que c'est une mort qui est affligée par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'en fait l'âme de la personne est retranchée du peuple. Eh bien, bien que la personne soit retranchée du peuple, malgré tout, la femme n'est pas pour autant définie comme une femme zona, le fait d'avoir eu un rapport alors qu'elle avait ses règles, et automatiquement elle ne s'interdit pas au Kohen. Pourquoi elle ne s'interdit pas au Kohen? Eh bien parce qu'une femme qui a ses règles n'est pas interdite de se marier à un Kohen. Et d'ailleurs il y a ce qu'on appelle une roupa d'une femme qui a ses règles. Ça peut arriver. Parfois la femme est tellement émue du mariage que parfois ça peut arriver, elle peut avoir ses règles avant la roupa. Eh bien malgré tout, on peut quand même la marier. Donc, encore une fois, sans vouloir, chas v'shalom, sans vouloir tant bien que même essayer de diminuer la gravité de la chose, eh bien ça ne veut pas dire qu'il y a un problème dans la gravité de la chose. C'est très grave, bien sûr, d'avoir un rapport avec une femme qui est comment dirais-je, qui est nida, une femme qui est nida, mais malgré tout, eh bien, on voit que l'interdiction, eh bien que l'interdiction soit très très grave, malgré tout,
Eh bien, voilà, j'essaye de revenir sur la feuille. J'essaye de revenir sur la feuille. Voilà, donc malgré tout, on voit bien qu'il y a quand même des... je n'arrive pas à revenir sur la feuille, c'est pas grave. Exit. Non, voilà, bon, ben, c'est pas grave, hein, on va... Voilà, retourne. Voilà, donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, bien qu'il y ait un interdit d'avoir un rapport avec une famille d'un, eh bien malgré tout, on voit que sans pour autant essayer de minimiser la gravité de cette interdiction, malgré tout, eh bien on voit qu'il y a il y a quand même certaines halakhot qui viennent prouver que l'interdiction n'est pas aussi grave qu'on aurait pu le penser. À quel niveau? Premièrement, si par exemple un homme a un enfant avec une femme pendant qu'elle a ses règles, eh bien cet enfant n'est pas mamzer. Cet enfant n'est pas interdit. Il a peut-être ce qu'on appelle un problème d'enfant d'une femme nida, mais il n'est pas mamzer pour autant. Deuxième chose, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui fait une choupa avec une femme qui a ses règles, eh bien les kiddushin marchent. Cette femme est mariée. Donc, comment se fait-il que la femme soit mariée alors qu'elle est nida? À la différence d'une femme qui est complètement interdite, comme par exemple la femme de mon père, ou bien la femme de mon frère, ou la femme de mon fils. Quelqu'un qui essaierait de se marier avec la femme de son fils, eh bien les kiddushin n'ont aucune valeur. Ou quelqu'un qui essaierait de se marier avec la femme de son frère ou la femme de son père, eh bien les kiddushin n'ont aucune valeur. Alors que les kiddushin entre un homme et une femme nida, eh bien ces kiddushin-là ont une valeur et en fait le mariage peut quand même se faire. Troisième point, eh bien c'est ce qu'on vient de voir, quelqu'un qui a un rapport avec une femme, même pendant qu'elle a ses règles, encore une fois, bien que ce soit quelque chose de très très grave, et bien que ce soit quelque chose qui interdise, qui soit vraiment très gravement puni, puisqu'on a dit que les deux personnes, les deux membres de ce couple qui ont eu un rapport alors que la femme avait ses règles, eh bien, ils sont retranchés du peuple. Mais malgré tout, eh bien, la femme ne devient pas pour autant, elle ne porte pas pour autant la définition de zona. Donc on a vu, et quatrième et dernier point, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de rester en huis clos avec sa femme tant qu'elle a ses règles. Pourquoi? Eh bien, parce que la Torah, quelque part, nous prouve la confiance qu'elle a dans ce couple. Un homme qui sait que dans quelque temps, eh bien, sa femme va lui être autorisée, eh bien, il n'ira pas faire des bêtises et il n'ira pas avoir des rapports avec sa femme tant qu'elle est nida, alors qu'il peut avoir des rapports avec elle quand elle n'est pas nida. Donc, si on récapitule 4 points, le premier point, on a dit qu'un enfant qui naît d'une union avec une femme nida n'est pas mamzer. Donc, c'est à la différence des autres unions interdites, comme on l'avait dit, quelqu'un qui se marie avec quelqu'un qui a un rapport avec sa belle-sœur, avec la femme de son fils ou la femme de son père, eh bien, là oui, l'enfant devient mamzer parce que c'est une des unions interdites qui sont rappelées dans la paracha de Vaïkra. Alors que quelqu'un qui accomplit une union avec une femme nida, eh bien le fils n'est pas mamzer. Deuxième point, la choupa avec une femme qui est nida, eh bien, est valable. Elle a une valeur. Bien qu'on ne puisse pas quelque part consommer le mariage puisque on ne pourra pas avoir de rapport avec cette femme, malgré tout, on peut quand même marier une femme même quand elle est nida. Alors que marier
sa belle-sœur, ou la femme de son père, ou la femme de son fils, eh bien là, dans ce cas-là, les kiddushin n'ont aucune valeur, ils sont nuls et non avenus. Troisième conséquence pratique donc qu'on vient de citer, c'est que, encore une fois, quand une femme, à la différence de toutes les autres femmes interdites, quand une femme a des rapports alors qu'elle est nida, eh bien elle ne devient pas pour autant, elle ne porte pas pour autant la définition de zona, alors que toutes les autres femmes le portent. Et quatrième et dernière définition, eh bien comme on l'a dit, il n'y a pas d'interdiction de yichud, il n'y a pas d'interdiction d'être en huis clos avec sa femme quand elle est nida. Pourquoi? Eh bien parce que la Torah quelque part nous fait confiance. Et la question que je voudrais quand même un peu plus approfondir en quelques minutes et après ça aboutir au sujet d'aujourd'hui, eh bien c'est pourquoi y a-t-il cette différence entre une femme nida et une autre et toutes les autres femmes qui sont interdites à un homme. Eh bien la réponse, une des réponses qu'on peut donner, c'est parce qu'encore une fois, chez une femme nida, eh bien c'est quelque chose de limité dans le temps. Une femme peut avoir ses règles elle a ses règles au grand maximum 13 jours, 15 jours dans le mois. Mais après ça, elle redevient autorisée à son mari. Alors que les autres femmes, qui sont interdites, eh bien, elles ne seront jamais autorisées, une belle-sœur ne sera jamais autorisée à son beau-frère. La femme du père ne sera jamais autorisée au fils de ce père. Ou bien la kala, la femme du fils ne sera pas autorisée au père. Donc, c'est toute la différence. Ici, dans la définition de Nida, eh bien, c'est une interdiction qui est limitée dans le temps, et c'est quelque chose qui peut passer, donc qui peut être réparable. Et étant donné qu'on peut réparer l'interdiction de Nida, eh bien, automatiquement, c'est ce qui fait qu'il y a une grande différence entre ces deux catégories de femmes interdites. Deuxième réponse qui est peut-être la réponse qui m'intéresse un peu plus, eh bien c'est que la Torah elle-même, ainsi que les Chachamim, eh bien ont compris que quand une femme a ses règles, eh bien il faut quand même malgré tout donner une certaine confiance au couple. Pourquoi donner une confiance au couple? Eh bien parce que la Torah elle-même, quand elle vient, il nous dit que la femme doit compter les jours de purification, les 7 jours de purification, eh bien elle nous dit, elle comptera pour elle. Le safra là le atma. Pourquoi là? Eh bien parce que la Torah nous fait confiance. A priori, on aurait pu penser qu'une femme, si elle sait si elle sait qu'en comptant plus rapidement, eh bien elle sera autorisée plus rapidement à son mari, eh bien on aurait pu penser qu'elle aurait pu tricher. Elle aurait pu tricher dans le décompte des 7 jours de purification. La Torah nous dit non. La Torah nous dit, je fais confiance à la femme et je remets entre les mains de la femme cette responsabilité de pouvoir faire le décompte des 7 jours de purification pour pouvoir se marier pour pouvoir s'unir à son mari. Et quelque part, eh bien la Torah nous dit, je fais confiance. Je ne crains pas que la femme triche au niveau du décompte des journées de purification. Et pourquoi? Eh bien parce que, encore une fois, c'est la preuve que la Torah quelque part fait confiance au couple. Elle fait confiance. Au contraire, elle ne veut pas essayer de faire déposer sur le couple une certaine crainte. Au contraire, il n'y a pas besoin. Le couple lui-même est capable de se gérer lui-même. Et la preuve, c'est que, comme nous dit la halakha, comme c'est rapporté dans la Gemara, on nous dit que il y a un passage qui nous dit Suga Bashoshanim. Suga Bashoshanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand une femme voit une toute petite goutte de sang, aussi petite que la tache d'une rose, imaginez-vous une rose comme vous essayez de la froisser pour essayer d'en extraire une goutte ou quelque chose, ça va être une toute petite goutte. Eh bien, Suga Bashoshanim, même une toute petite goutte de sang, eh bien les femmes ont peur et préfèrent se séparer de leur mari. Comment se fait-il? Pourquoi? Comment peut-on expliquer
et un tel phénomène, eh bien c'est parce que, encore une fois, c'est la preuve que la Torah peut nous faire confiance, ainsi que les Chachamim peuvent nous faire confiance, et ils peuvent, quelque part, compter sur le couple, lui faire confiance. Ils ne défieront pas, ils ne transgresseront pas, en fait, la volonté de la Torah. Et maintenant, pour en revenir, et donc en fait, en quelque sorte, ce qu'on peut conclure de tout ce qu'on vient de dire, eh bien, c'est que pour une union corresponde à la volonté de la Torah, eh bien, il faut que soient réunies deux choses. Il faut que soient réunies deux choses. La première, eh bien, c'est d'abord, comme on l'a dit, le mariage dans les règles de l'art, Kedat Moshe et Israël, d'après la loi de Moshe et d'Israël, donc c'est-à-dire un mariage avec les personnes qui sont aptes d'être mariées, et bien sûr, comme on reviendra plus tard par la suite, un mariage fait avec les kiddushin, avec une ketouba, avec les sheva brachot. C'est un moment bien précis, il faut calculer le moment du mariage. On reviendra sur tous ces détails. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir créer une union parfaite d'après la Torah, eh bien, il faut qu'il y ait minimum deux conditions réunies. La première, eh bien, c'est comme on vient de le dire, de se marier dans les règles de l'Al, Kedat Moshe et Israël. Et la deuxième, eh bien, c'est de respecter les lois de la pureté familiale. Les lois de la pureté familiale, car sans respecter les lois de la pureté familiale, eh bien, l'enfant, encore une fois, ne sera pas mamzer, mais ce sera le fils d'un union interdit. Maintenant, si on arrive au mariage réformiste et au mariage conservatif, eh bien là, on peut découvrir quelque chose de très spécial. Imaginez-vous que le problème dans le mariage réformiste, eh bien, c'est que si on ne reconnaît pas ce mariage, eh bien, à ce moment-là, même s'il y a des enfants qui naissent de l'union d'un mariage réformiste, automatiquement, les enfants, étant donné que le mariage n'est pas reconnu, automatiquement les enfants, eux non plus ne sont pas reconnus. Attention, ça ne veut pas dire que les enfants sont mamzerim. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, de la même façon que quand un homme a un rapport avec une femme, tant qu'elle a ses règles, l'enfant n'est pas mamzer, l'enfant n'est pas interdit, il a le droit de se marier avec n'importe qui quand il grandira. Et bien là aussi, quand le mariage est un mariage réformiste, si on ne lui donne pas de valeur, eh bien quand les enfants, s'il y a un enfant qui naît, eh bien c'est un enfant en dehors de la vie de couple. C'est un enfant illégal quelque part, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il est illégal qu'il est mamzer. Attention, il faut bien faire la différence. Ça c'est surtout chez les goïms. Chez les goïms, quand les goïms vous disent si c'est un enfant qui est hors norme, entre guillemets, il ne correspond pas à la définition du mariage, il a été fait hors mariage, eh bien, c'est quelqu'un d'illégal. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que si c'est un enfant illégal, eh bien, il est mamzer. Pas du tout. Un enfant qui a été fait en dehors du mariage n'est pas un enfant mamzer. Le seul problème, c'est si, dans le cadre du mariage réformiste, si on reconnaît le mariage, si en admettant qu'on lui donne une valeur, eh bien, quand cette femme, si un jour cette femme décide de se séparer de son conjoint avec qui elle s'est mariée de façon par mariage réformiste, si un jour elle décide de se séparer de son conjoint alors qu'elle a eu des enfants, eh bien là, et qu'elle va avoir, elle va avec quelqu'un d'autre et qu'elle a des enfants avec quelqu'un d'autre, eh bien là, ça peut être un problème. Parce que si on reconnaît le premier mariage réformiste comme un mariage, eh bien les enfants qu'elle va avoir par la suite, là, risquent d'être des enfants mamzer. C'est pour cela que, pour le bien de tous, on préfère ne pas reconnaître un mariage réformiste, même si tout le monde sait que
ce couple vit ensemble, même s'ils ont eu des enfants, eh bien, on préfère reconnaître les enfants, le couple, comme un couple illégal. Attention, ça ne veut pas dire que les enfants sont majeurs, ni le couple. Reconnaître le couple comme quelqu'un d'illégal, jusqu'au point de ne pas donner de guet au moment où le couple se sépare, de dire, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, c'est un mariage réformiste, donc il n'y a aucune valeur. Et même si le couple se sépare, eh bien, il n'y a pas besoin de guet. C'est comme un homme célibataire avec une femme célibataire, deux personnes célibataires qui vivent ensemble. Eh bien, même s'ils vivent ensemble, il n'y a aucune valeur à cette vie de couple. Et de cette façon-là, eh bien, on peut autoriser les enfants et dire, voilà, les enfants ne sont pas mamzer. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un mariage réformiste, eh bien, n'est pas du tout, d'après la halakha, il ne correspond pas au véritable mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et si vous regardez bien le mariage réformiste, eh bien, on aurait pu croire, réformiste, attention, c'est pas réformiste ou conservatif, parfois il y a beaucoup de choses qui sont gardées dans ce genre de mariage. Ils font des brachot, etc. Mais étant donné que le but du mariage est dans un but de ne pas reconnaître et dans un but de ne pas reconnaître la halakha, c'est dans le but de ne pas reconnaître le mariage sur le plan de la halakha, c'est de faire différemment de la halakha, essayer de faire entrer certains changements, et bien le mariage ne peut pas avoir de valeur. Car pour qu'un mariage ait une valeur, eh bien, il faut encore une fois qu'il y ait l'équidushin, c'est-à-dire grâce à une bague, il faut qu'il y ait une ktuba qui soit écrite dans les règles de l'art, et il faut également qu'il y ait le sheva brachot. S'il n'y a pas ces trois choses, eh bien, le mariage ne peut pas être validé. Il ne peut pas être validé, et donc, voilà, on a, en quelque sorte, on a essayé de faire le tour. Et donc, c'est encore une fois, encore un pas vers les lois de la pureté familiale. On a mieux compris pourquoi quelqu'un qui veut essayer de créer une union parfaite avec un partenaire, eh bien, ne pourra uniquement que s'il respecte les lois du mariage et que s'il les respecte quand la femme n'a pas ses règles. Et donc, en fait, garder les lois de la pureté familiale. Sans cela, s'il n'y a pas de mariage, eh bien c'est carrément, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du znout, c'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose de la prostitution, chas v'shalom, c'est que ça n'a aucune valeur. Et encore une fois, une femme, comme on l'a dit tout à l'heure, une femme qui irait avec n'importe quel homme, eh bien, avec un goy ou avec quelqu'un d'autre, encore une fois, elle n'a pas compris quel est le principe du mariage. Donc, pour que un couple soit défini comme un couple, il faut d'abord respecter les lois du mariage. Il faut que ce soit avec des personnes avec qui on peut se marier, donc pas un non-juif, pas un esclave, pas quelqu'un qui lui est interdit. Et il faut que ce soit bien sûr dans les règles de l'art, d'après le mariage, comme on dit Kedat Moshe Israël, d'après les lois de la Torah, les lois de Moshe, et non pas un mariage réformiste ou un mariage conservatif. Et bien sûr, deuxièmement, eh bien, il faut respecter les lois de la pureté familiale. Et les Hachem, nous essaierons de développer plus en détail par la suite. Et les Hachem, que grâce à toutes ces halachot, eh bien, que nous puissions arriver non seulement à la définition d'un couple, mais surtout au secret d'un couple épanoui, définir véritablement quels sont les secrets d'un couple épanoui, Bezrat Hashem, grâce aux lois de la pureté familiale, et tout ce qui se cache derrière ces halachot. Kol Tuv, Shabbat Shalom, et à très bientôt. Voilà.
זהו. כן. רגע, נראה לי שזה עדיין.